C'était l'été 1995. Je venais d'obtenir mon diplôme à Tallahassee. Mon projet était de passer quelques semaines sur la route avant de commencer un emploi dans une banque du centre-ville, un poste que je n'avais aucune envie d'occuper. Je n'avais pas vraiment de destination précise, mais Savannah, en Géorgie, m'avait été suggérée par un ami, une ville à la fois historique et étrange, où le temps semblait suspendu. Les arbres anciens drapés de mousse espagnole, comme des toiles d'araignée, les places ornées de fontaines et de canons ayant connu la guerre. Une ville où les histoires ne mouraient jamais. Cette idée m'attirait plus que je n'osais l'admettre. J'arrivais tard dans la soirée, un jeudi étouffant. La gare routière sur West Oglethorpe Avenue paraissait vieillotte, même pour 1995. Mais il y avait là un certain réconfort, dans ses sièges usés et ses distributeurs vacillants. Je n'avais réservé nulle part. Mon plan était de trouver une chambre bon marché sur place. L'air poisseux s'accrochait à ma peau lorsque je sortis et une odeur flottait dans l'air. Un mélange subtil de sel, de bois ancien et d'essence. Tout était silencieux, trop silencieux pour une ville qui venait de basculer dans la nuit. À l'intérieur de la gare, un petit flyer était épinglé sur un panneau « Chambre à louer, quartier historique, tarif à la semaine, calme ». Un numéro de téléphone et une adresse gribouillée au stylo bleu. J'appelais depuis un téléphone public et une voix féminine, rauque mais posée, me donna une adresse sur East Gaston Street et me dit que je pouvais passer quand je le souhaitais. J'étais jeune, fauchée et trop naïve pour me demander pourquoi quelqu'un ouvrirait sa maison à un inconnu pour ce prix-là. La maison était une étroite demeure victorienne, ses briques noircies par le temps, ses balustrades de fer envahies par le lierre. Une plaque délavée près de la porte indiquait « The Pulaski House, 1856 ». Un seul luminaire, faiblement allumé, perçait à travers les lianes suspendues, et à l'intérieur, le couloir exhalait un parfum mêlé de citron, de poussière et de quelque chose de plus ancien, comme du papier pourrissant dans une cave humide. Je ne vis personne. La clé était déjà dans la serrure de la chambre au 2e étage. Un mot était glissé en dessous. 1 semaine. Espèce uniquement. Ne déplacez pas le miroir. Je crus à une plaisanterie. La chambre était sommaire. Un lit étroit, une commode et un vieux miroir encadré de bois sculpté trônaient dans le coin en face du lit. L'air était plus lourd à l'étage, toujours chaud malgré le ventilateur, grinçant au plafond. Je défaisis mon maigre bagage et m'effondrai sur le lit sans même me changer. Dehors, les cigales stridulaient. Quelque part, un chien aboya une fois, puis se tut. Ce fut cette nuit-là que cela arriva pour la première fois. Je me réveillai dans l'obscurité. D'abord, je ne réalisais pas que j'étais éveillée. La chambre n'avait pas changé, mais quelque chose était différent, plus dense, comme si l'air s'était épaissi en un sirop étouffant. J'essayai de lever un bras, mais il ne bougea pas. Mes jambes non plus. Ma poitrine se soulevait à peine, chaque respiration courte, comme si un poids colossal m'écrasait les poumons. Je parvins à bouger les yeux, à peine, et je balayai la pièce. Le ventilateur au plafond grinçait d'un rythme régulier, mais aucun souffle d'air ne me parvenait. La fenêtre était toujours fermée, les rideaux immobiles, puis je vis quelque chose de nouveau, une silhouette dans l'ombre près du miroir. Je tentais de cligner des yeux, de me convaincre que je rêvais, mais mon corps demeurait figé. La silhouette était grande, indistincte dans la pénombre, mais indubitablement présente. Non pas dans le miroir, mais devant lui. Elle ne bougeait pas. Elle se tenait là, me regardant. Sa posture était anormale, les épaules légèrement voûtées, la tête penchée si bas que cela semblait grotesque, comme si elle m'observait avec une curiosité morbide. Elle ne parlait pas, ne faisait aucun geste, mais je sentais son attention peser sur moi, épaisse et suffocante comme l'air d'été. Quand enfin je parvins à bouger, quelques minutes ou quelques heures plus tard, je n'aurais su dire. La silhouette avait disparu. Le miroir semblait redevenu normal, reflétant les ombres de la pièce sans rien de particulier. Je ne refermais pas l'œil de la nuit. Au matin, je tentais de rationaliser. La fatigue, le long voyage, peut-être un rêve éveillé. Je déambulais en ville pour me changer les idées, longeant les chaînes drapées de mousse du parc Forsyth, passant devant les vieilles maisons de rangée et les statues confédérées, traversant Lafayette Square
et flânant dans des boutiques d'antiquités, imprégnées d'encens et d'argenterie ancienne. Mais chaque fois que je m'arrêtais, chaque fois que je fermais les yeux, ne serait-ce qu'une seconde, l'image revenait, la silhouette immobile, observant. La deuxième nuit, épuisée, je ne pus résister au sommeil. Je crus pouvoir lui échapper en laissant la lumière allumée, mais cela n'eut aucun effet. La paralysie revint, plus terrible encore. Mes membres étaient inertes, ma bouche scellée, incapable de crier. L'air bourdonnait faiblement, comme une interférence, un souffle d'électricité dans l'oreille. Lorsque j'ouvris les yeux, le miroir avait changé. Quelque chose bougeait à l'intérieur. Pas un reflet, pas un jeu d'ombre. C'était comme si le miroir était devenu une fenêtre vers un ailleurs, un endroit plus sombre, plus froid, d'une profondeur impossible. Des formes tourbillonnaient, presque humaines, mais distordues. Leurs bouches étaient béantes, figées dans un hurlement silencieux. Leurs bras trop longs, leurs membres tordus en angles improbables. L'une d'elles appuya une main contre la vitre, de l'autre côté. La silhouette était revenue, plus proche du miroir cette fois, comme si elle s'était avancée depuis la veille. Elle ne me regardait pas directement, mais plutôt le lit, à travers moi. Sa présence rampait sur mon cuir chevelu, comme une marée de fourmillements, chuchotant sans voix. Mon corps ne bougeait pas. Je voulais détourner les yeux, mais mon regard restait fixé sur le miroir. Derrière la silhouette, d'autres ombres tournaient lentement dans le verre. L'une d'elles s'élança soudain, son visage heurtant violemment la surface intérieure. Un son étouffé, sec, un craquement, un choc, quelque chose qui n'avait rien à faire là. Une fissure fine se dessina au centre du miroir avant de s'effacer. Je perdis connaissance, d'épuisement ou de terreur, je l'ignore. Je me réveillai trempée de sueur, les muscles endoloris par la tension. J'aurais dû partir, mais je ne le fis pas. Quelque chose dans cette maison m'avait happée, et une part de moi, une part irrationnelle et désespérée, sentait que je devais aller jusqu'au bout. La troisième nuit changea tout. Je m'étais allongée tout habillée, refusant de céder au sommeil. J'avais coincé une chaise sous la poignée de la porte, sans trop savoir pourquoi. Toutes les lumières restaient allumées. Mais peu à peu, inéluctablement, le sommeil m'emporta. Je ne me souviens pas avoir fermé les yeux. Quand je revins à moi, je n'étais plus vraiment dans mon lit. Du moins, pas entièrement. Mon dos touchait encore le matelas, mais tout autour de moi avait changé. Le plafond semblait plus haut. Les murs étaient plus sombres, luisants. Le ventilateur s'était arrêté. Une odeur âcre flottait dans l'air. Métal et cendre. Le miroir avait disparu. Ou plutôt, j'étais à l'intérieur. Je le sentais. Le lit sous moi n'était pas le mien. Je regardais la pièce depuis l'autre côté du verre, comme si j'avais été aspirée de l'autre côté. La perspective était étrange, légèrement déformée, comme à travers l'eau. Et au centre de la pièce, sur mon côté du miroir désormais, se tenait une autre version de moi-même. Même vêtements, même expression, mais immobile. Ses yeux étaient ouverts mais vides. Elle se tourna vers le lit et je compris, terrifiée, qu'elle était en train de s'y allonger. Elle se glissa exactement à l'endroit où j'aurais dû être. Une imitation parfaite s'installant à ma place, refermant ses paupières. Et moi, j'étais piégée derrière la vitre, spectateur muet dans ma propre chambre, regardant autre chose prendre ma place. Puis vinrent les autres. Des coins du monde miroir, les silhouettes distordues émergèrent. Leurs membres traînaient. Leurs bouches béantes hurlaient sans un son. Elles avançaient vers moi, lentement, comme à travers un liquide épais. Leurs yeux creux dévoraient la lumière. L'une d'elles tendit un bras vers moi, serpentin comme une volute de fumée. Quand sa main toucha ma poitrine, je le sentis. Un froid électrique semblable à une plongée dans une eau glacée. Mon cœur sursauta. Je haletai. Quand je repris connaissance, il faisait toujours nuit. La chambre était silencieuse, à l'exception du ventilateur. Les lumières étaient éteintes. Je ne les avais pas éteintes. Le miroir était intact. Mon propre reflet me renvoyait mon image. Mais je sentais encore la trace glacée de ce contact. Je quittai la maison à l'aube, laissant mon sac derrière moi. Je ne pris même pas la peine de fermer la porte. Je marchai pendant des heures, jusqu'à ce que le soleil soit haut et que la chaleur cuise les pavés. Assis sur les marches de la fontaine à Monterey Square, je regardais les touristes rire et poser pour des photos, me demandant si je dormais encore.
si tout cela avait été réel. Je n'ai jamais rappelé ce numéro. Plus tard, de chez moi, il était hors service. Je n'ai jamais retrouvé d'annonce pour cette adresse, aucun Pulaski House sur East Gaston. Juste des maisons de ville, sans trace d'avoir jamais proposé de chambre en 1995. Je rêve encore de ce miroir. Parfois, je me réveille incapable de bouger, trempée de sueur, le cœur affolé, les yeux rivés sur le coin de la chambre. Il n'y a plus jamais rien, plus maintenant. Mais je ne dors plus près d'un miroir. Jamais. Je les couvre ou je les tourne contre le mur. Et pourtant, dans le silence le plus profond de la nuit, il m'arrive parfois de percevoir une lueur, non pas de mon reflet, mais de la chose, celle qui faillit devenir moi.